Radio J. Radio J, philosophie, Blandine Kriégel. Radio J. Aujourd'hui, dans la série Le philosophe et ses questions, l'émission philosophie de Blandine Kriégel va être consacrée à une question au fond très actuelle. Le philosophe est-il un intellectuel? Avec le docteur Marial David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, et le journaliste Alexis Lacroix, directeur d'Actualité Juive. Merci, cher Alexis. Alors, qu'est-ce qu'un philosophe ? Si on le définissait par sa seule condition sociale, on dirait au fond qu'il s'agissait d'un philosophe de la nature, un homme libre et citoyen dans les républiques antiques. Il y a des exceptions, par exemple Terence, un esclave affranchi. On le désignerait comme un clerc dans le monde médiéval, un humaniste civique à la Renaissance, un membre de la République des lettres au XVIIe siècle, et au fond une étoile de la société civile au XVIIIe siècle, un universitaire et ou un écrivain au XIXe siècle, un universitaire et ou un militant au XXe siècle. Mais alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un philosophe ? Eh bien, à l'ère de la communication mondiale, nous ordonnons, si vous le voulez bien, notre réflexion à un propos que Sartre a tenu dans le portrait qu'il a consacré à son ami Maurice Merleau-Ponty, et au fond qui constitue, mais vous nous en direz plus, une sorte de réponse nuancée à Heidegger, pour lequel le philosophe n'était absolument pas un intellectuel. Donc on écoute le texte de Jean-Paul Sartre, lu par notre ami Alexis Lacroix. La philosophie n'a pas d'efficacité directe. La guerre seule me fit renouer avec Merleau-Ponty. En 1941, des groupes d'intellectuels se formaient un peu partout qui prétendaient résister à l'ennemi vainqueur. J'étais l'un d'eux. Merleau en fut. Nous ignorions tout de l'action qui, fût-elle clandestine, demeure politique, donc ambiguë. Merleau-Ponty me reçut d'un air assez froid et me dit que les communistes avaient bien raison de se méfier des intellectuels. Toujours séduit par l'action proposée, mal armé pour l'entreprendre et surtout pour la faire aboutir, vite et pris, dépris plus vite encore, abandonnant aussi sec la commune entreprise et retournant implacablement à leurs chères études. Je pense aujourd'hui encore que les ratages de 1941 ne furent pas inutiles. J'étais à l'époque un anarchiste absolu, un misanthrope, un méchant Rousseau. Je croyais tout possible à l'homme dans le milieu de l'homme. S'il fallait s'associer, parfait, mais que ce fût par libre contrat. Union libre, libre association pour résister. Malgré l'échec, nos turbulences guerrières nous rendirent le service de nous mettre en présence l'un de l'autre. Nous nous reconnûmes. Nous avions en commun l'ébahissement, cette affection qui, selon Platon, porte à la philosophie. Pour nous, rien n'allait de soi. 20 ans après, à la veille de sa mort, il n'était pas guéri. Dans un de ses derniers écrits, il se nomme, et tous les écrivains avec lui, un professionnel de l'insécurité. Il y a, pensait-il, une nature, et voilà justement ce qui n'est pas naturel. C'est au travailleur, c'est à l'artiste, au passionné, de lui apprendre à vivre. En échange, il ne leur enseignera rien, sinon que le monde est étrange et qu'il ne faut pas s'y accoutumer. Il disait, à la veille de sa mort, que la culture est avènement. De Maurice Merleau-Ponty, Sartre a fait deux portraits, l'un consacré à Paul Nizan et l'autre à Maurice Merleau-Ponty. Alors, évidemment, je ne vais pas présenter Sartre, puisque ni Maurice Merleau-Ponty, puisque au fond tous les trois, si on ajoute Michel Foucault, sont les trois grandes figures philosophiques du XXe siècle, les philosophes les plus célèbres venus de France. Évidemment, Sartre, son œuvre est multiforme, écrivain, essayiste, dramaturge, autant que philosophe. Maurice Merleau-Ponty moins connus, tous deux d'ailleurs ex-normaliens comme vous, Alexandre et François, et de la rue d'Ulm. Mais ici, évidemment, Sartre, parce qu'ils ont été engagés dans la vie politique, parce que Maurice Merleau-Ponty a tenu avec lui sur les fonds baptismaux les temps modernes, eh bien, au fond, nous livre cette
conception que Maurice Merleau-Ponty avait, n'est-ce pas, des rapports de la philosophie et des intellectuels, en quelque sorte. Alors, que faut-il retenir de ce texte de Sartre? À mon avis, la première chose, c'est la séparation de la philosophie et de la politique, n'est-ce pas? Car ici, Sartre reconnaît, d'ailleurs avec le note-été qu'il caractérise, qui fait que Sartre est un personnage au fond si sympathique, il a essayé de faire un mouvement de résistance, petit, mais qui n'a pas su trouver son application, il le dit, au fond, très honnêtement, très simplement, il se range, au fond, au diagnostic de Maurice Merleau-Ponty, qui leur avait dit assez méchamment, d'une certaine façon, qui souscrivait à la conception du Parti communiste vis-à-vis des intellectuels, que évidemment les intellectuels sont séduits par l'association, mais ils sont vite dépris, et qu'ils sont incapables, parce qu'ils sont mal armés, parce qu'ils ne savent pas s'organiser, ils sont incapables, au fond, de participer à un véritable engagement politique. Voilà ce qu'il attribue comme explication à Merleau-Ponty. Mais deuxième point, c'est l'existence, n'est-ce pas, dit-il, alors là, il renvoie à lui-même ce qu'il a été, d'un pacte impossible à mener entre, au fond, la réflexion et l'action. Sartre, d'ailleurs, dans d'autres passages, si vous voulez, se fustige, n'est-ce pas, il explique qu'il était, au fond, comme Rousseau, eh bien, c'est pourquoi, dit-il, moi, j'ai toujours voulu, bien sûr, un contrat, bien sûr, un pacte pour m'engager, mais libre, l'union libre. Alors, d'ailleurs, il l'a appliqué dans sa vie personnelle, tout le monde le sait, n'est-ce pas? Pour pouvoir s'échapper vers, au fond, ses véritables amours, qui étaient la culture et la philosophie. Troisième idée, là, alors là, elle est plus intéressante, parce qu'elle est plus inattendue, compte tenu de l'aura de Sartre, c'est la séparation du philosophe et de l'intellectuel. Il dit, Merleau-Ponty et moi, nous avions la même affection pour la philosophie, et au fond, les philosophes, dit-il, sont des professionnels de l'insécurité, ils n'acceptent pas la nature, ils estiment que la vie, au fond, il faut l'apprendre. Enfin, il y a quelque chose d'artificiel. La vie au sens positif, la nature au sens positif, ça n'a pas, au fond, d'intérêt parce que nous sommes étrangers au monde. Il y a une artificialité de la conscience. Et la culture, dit-il, est un avènement, une irruption. De ce point de vue, alors évidemment, c'est très étrange de dire ça parce qu'on connaît la théorie de l'engagement de Sartre, un engagement fondé au fond, sur deux idées. Je suis jeté dans le monde, je suis déjà au monde, n'est-ce pas? Et en même temps, je suis responsable. Je suis une conscience malheureuse qui va se mêler de ce qui ne la regarde pas. Et donc Sartre, vous voyez, distingue pourtant la philosophie de l'homme, au fond, tourné vers l'universel, de ce qu'il appelle la situation à laquelle nous ne pouvons nous dérober. Alors, ça, vous voyez, ça c'est une... Mais il y a là, chez Sartre, une défense qui est essentiellement morale de l'engagement. Alors, il faut rappeler, je crois que Heidegger refusait la politique, disait-il, n'est-ce pas, malgré le discours du rectorat, il a eu quand même un engagement qu'on ne peut pas oublier, parce que son argument, c'est que la politique concerne toujours l'antique, les étangs, et que, en vérité, le philosophe, lui, s'intéresse à l'ontologique, à l'être, c'est d'une autre nature. Alors, je dirais que... Ça ne l'a pas empêché de payer sa cotisation quand même au parti nazi jusqu'au bout. Hein. Oui. Ce qui prouve son honnêteté. Dans notre génération, au fond, nous n'avons pas adhéré tout à fait à la philosophie de Sartre et de Merleau-Ponty, parce que mais plutôt à celle de Foucault sur ces questions de rapport entre le philosophe et l'intellectuel. Parce que Foucault, formé en grande partie par l'école française d'épistémologie de Canguilhem, a défendu aussi un engagement, il en a pris d'ailleurs, de philosophe, mais pour d'autres raisons. Pas pour des raisons morales, pour des raisons de connaissance des sciences régionales. Sa compétence et son érudition, par exemple chez Foucault, sa connaissance de la médecine et de la médecine psychiatrique, sa connaissance du droit pénal, lui permettait, lui semblait-il, de se mêler de ce qui le regardait. C'est-à-dire une légitimation savante et non purement morale. Et donc, pour Foucault, le philosophe a le droit et même le devoir de prendre la parole sur ce qu'il connaît, sur ce qu'il a étudié. Alors reste néanmoins, n'est-ce pas, dans ces deux orientations de l'engagement, l'idée qu'il y a une extranéité, et en particulier chez Foucault, de la recherche philosophique libre, non pas au monde ou à la cité collective,
mais à la seule opinion. Les philosophes chercheurs, par exemple la Foucault, peuvent s'engager comme les intellectuels, mais ils ne sont jamais de purs et simples idéologues. Alors de là, au fond, les questions que je voudrais vous poser. Alexandre, première question. Les historiens récemment, Pascal Horry et Jean-François Sirinelli, mais ça était déjà dit avant, ont donné au fond, la naissance de la figure des intellectuels à l'affaire Dreyfus. Ils l'ont daté de cette époque-là, 1880-1890, et le fameux manifeste des intellectuels rédigé par Lucien R, le bibliothécaire de l'école normale. Mais au fond, dans l'arène politique, parce qu'ils ont récusé un jugement militaire, le jugement du tribunal militaire à l'égard de Dreyfus. Pourtant, au XXe siècle, l'engagement de nombreux philosophes dans la politique s'est fait pour, au fond, d'autres raisons. L'adhésion au socialisme, au communisme, et même quelquefois, je dirais, hélas, au nazisme. Alors, comment vous décririez l'engagement intellectuel des philosophes au XXe siècle, Alexandre? L'engagement intellectuel des philosophes est ce qui est le moins philosophique en eux. Oui. Je veux dire par là, non pas du tout que je sois contre l'engagement, c'est le contraire, bien sûr. Notamment l'engagement dans la résistance. Celui de Cavaillès, oui. Celui de Canguilhem sont encore aujourd'hui des exemples extraordinaires pour toutes les générations qui ont suivi. Et j'ai évidemment eu un frisson de fierté lorsque je suis arrivé à l'école normale où on recevait les jeunes normaliens et que nous étions dans l'amphithéâtre Cavaillès. Et je pensais effectivement à Jean Cavaillès, à son martyre. Bon, donc bien entendu, je n'ai rien contre l'engagement. Mais évidemment, dans l'engagement, eh bien, il y a aussi un manichéisme naturel. Il y a le bien et le mal. Et il y a un primat de la raison pratique. Oui. Or, qu'ancien comme je suis, je pense que si la raison pratique est absolument nécessaire, elle est néanmoins subordonnée, elle doit l'être, dans la topique kantienne, à la raison pure, c'est-à-dire celle qui nous apprend à comprendre, à argumenter, à essayer de voir les motivations, les reins et les cœurs. Alors, le jugement vient après. Je suis certainement foucaldien, d'ailleurs c'est avec Foucault et non pas avec Althusser que je me suis vraiment entendu dans ma jeunesse. Oui. Et il y avait chez lui, au-delà bien entendu de sa révolte bien compréhensible contre la persécution des homosexuels, contre les saloperies qu'il a subies dès l'école normale, et ça c'était parfaitement compréhensible, il y avait au-delà un désir de comprendre et un désir non pas d'excuser mais de connaître et d'approfondir. Et je pense que c'est là où effectivement l'intellectuel peut donner quelque chose. Si par exemple il s'agit de condamner le nazisme, on est bien d'accord quand même. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de voir les motivations pour savoir comment et pourquoi l'Allemagne est devenue folle et qui elle est devenue. Mais non, oui, c'est des historiens. En fait, cette discipline unique qui est l'histoire et la philosophie, les sciences humaines si on veut. Mais il faut évidemment regarder les choses comme elles sont. Et d'ailleurs, on le comprend mieux en Allemagne quand on voit d'où viennent les opposants au nazisme qui ont été les plus radicaux. Et comme on n'est pas étonné de voir que Stauffenberg, l'homme qui a sacrifié sa vie pour essayer de tuer Hitler au moment de l'attentat du 20 juillet, venait du cercle de Stefan Georg, c'est-à-dire d'un espèce de nietzschéisme esthétisant qui n'avait rien à voir avec justement la culture antifasciste, communiste, marxiste, qui était... c'est cette voie-là, voilà, elle nous l'apprend. Et ça ne se lit pas dans les manuels du permis de conduire. Ça, il faut quand même aussi un petit peu faire marcher sa tête. Merci Alexandre. François, oui. Alors je vais vous poser une question qui va peut-être vous dérouter parce qu'au fond, elle est historique. Bon, l'engagement, n'est-ce pas, des philosophes ou des penseurs dans la République des lettres, est-ce qu'il est, au fond, aussi récent que on nous le dit? Est-ce qu'il y a eu des intellectuels que récemment? Parce que je suis très frappée de ce que disait beaucoup plus tôt Montaigne. Montaigne a eu cette formule extraordinaire. Montaigne
membre éminent de la République des lettres. Alors c'est un penseur peut-être plus qu'un philosophe, mais enfin un philosophe quand même. Montaigne disait, il est temps de nous dénouer d'avec la société parce que nous n'y pouvons rien apporter. Il est vrai qu'en France, n'est-ce pas, par exemple, la République des lettres joue un rôle, elle est puissante, mais elle est tout à fait extérieure à la politique. Elle n'est pas dans la politique. C'est la différence qu'a souligné Voltaire avec un Newton qui est grand savant, grand membre éminent de la République des lettres, à la Royal Academy, mais également qui jouait un rôle politique et ajoutons, c'était vrai également dans l'humanisme civique à la Renaissance à Florence. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que nous avons une caractéristique particulière en France ou dans d'autres pays latins? Comment se fait-il que au fond, les intellectuels, entre guillemets, sont si séparés de la politique, au départ? Alors là, moi je dirais plutôt que les intellectuels en France ont longtemps été appelés intellectuels de gauche. L'idée qu'un intellectuel soit de droite était récusée ou presque tournée en ridicule. Pas au XVIe siècle. Ah non, d'accord, non. Là, si on parle de la France actuelle, il est vrai que la figure de l'intellectuel, effectivement, s'identifie à ce qu'on appelle l'intellectuel de gauche, et donc un certain engagement pour plus de justice dans la société. On va dire ça. Bon, or, plus de justice dans la société, ou une société juste, ou une république juste, moi je dirais que ça commence avec Platon, enfin tout de même, parce que Platon... alors vous reculez encore plus loin que moi. C'est fondateur. Le platonisme. C'est fondateur. Par ailleurs, l'attitude de Platon sur une république juste donne, comme on en a déjà discuté d'ailleurs, l'attitude de Kant, sa raison pratique, et son engagement effectif dans un premier temps pour la Révolution française, ensuite reculant devant les excès de la Révolution française. Enfin, c'est tout pour la République universelle, en tout cas. Oui, que le philosophe soit impliqué de façon tout à fait directe. Alors, je pense qu'une émission complète serait utile si on voulait parler de Heidegger, mais en réalité, il n'est pas éloigné à proprement parler de la politique. C'est même, si je peux dire, radicalement le contraire, puisque quand il parle du Dasein, l'être là, ce qui pour lui est la clé de la question de l'être, le Dasein, ça veut dire tout simplement être en Allemagne. Et donc, avec tout ce que ça implique, géographiquement, politiquement, historiquement. Ah mais c'est lui, on a des tas de donc déclarations. Donc c'est l'engagé par excellence. Oui. Alors c'est dommage parce qu'il s'est engagé dans une Allemagne qui était mal engagée, ça c'est clair. Mais voilà, le philosophe et l'engagement, en dépassant tout à fait les positions de Sartre, que je crois, si on veut, enfin, étroites, si on veut, le philosophe et l'engagement. Par ailleurs, on pourrait dire aussi bien, c'est un autre aspect de la chose, comment le philosophe échapperait-il, si je puis dire, au devoir d'un citoyen? Aucune raison. Bien, bon, merci François. Marielle, est-ce que vous pensez que les psychanalystes sont des intellectuels? Alors je vous prends au dépourvu, chère Marielle. Oui. Est-ce que les psychanalystes sont... oui, ils devraient être des intellectuels, c'est incontestable. Mais surtout avec l'effondrement de l'université, c'est chez eux que se fait le débat. D'organiser leur pensée à partir de la culture. C'est une évidence. D'ailleurs, et Freud et Lacan nous en ont montré l'exemple. C'était chacun à leur époque des gens extrêmement cultivés. Oui, mais est-ce qu'ils doivent s'engager? Enfin, est-ce qu'ils doivent avoir des engagements qui débordent de leurs compétences? C'est autre chose. Je pense que pour un psychanalyste, il y a une nécessité d'un certain recul et d'une discrétion. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas s'engager, mais il va s'engager en tant que sujet. Mais en tant que psychanalyste, il doit pouvoir garder une neutralité qui fait que l'analysant a la liberté de son propre désir et de ses propres choix. Oui. On n'a pas le droit d'imposer ses choix, bien que, malgré tout, je crois que il faut être quand même d'accord sur un certain nombre de choix éthiques pour faire une analyse avec quelqu'un. Et quand on tombe sur quelqu'un qui n'a pas les mêmes choix, ça se passe très très mal, c'est très douloureux. Oui. Donc, mieux vaut quand même choisir un analyste qui va se taire, qui ne va pas envahir par ses idées le champ de l'analyse et du transfert,
mais avec lesquels on est quand même en accord sur l'essentiel. Merci. Alexis, à votre tour, comment est-ce que vous voyez la place et les rapports respectifs des philosophes et des intellectuels? Est-ce que, au fond, vous seriez pour la tendance de Sartre, n'est-ce pas, c'est-à-dire un engagement moral pour la justice, ou pour celle de Foucault, qui estimait que le philosophe, grâce à ce qu'il connaît mieux que d'autres, eh bien, doit pouvoir intervenir pour la réforme de la cité, de la société, voire même de la politique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je serais tenté de vous dire ni pour l'un ni pour l'autre. Pourquoi ? Parce que la ligne si on projette historiquement, le sartrisme, ça a sa grandeur, bien sûr, et d'ailleurs le merleau-pontisme aussi, être au milieu des choses, être au milieu des hommes, disait Merleau-Ponty, c'est une certaine définition, au fond, de l'homme engagé, de la femme engagée, on est d'accord. Mais je rejoins sur ce plan-là Alexandre Adler. Quand on tire la pelote, à quoi aboutit-on, au fond ? Au règne universel et contemporain de la sophistique, c'est-à-dire au fond des avocats d'affaires déguisés en intellectuels qui viennent prêcher le bien sur les plateaux de télévision et qui au fond n'ont aucun savoir véritable. Le bien qui leur est donné par les sondages en plus. Je termine, oui, bien sûr. Et souvent d'ailleurs, je suis d'accord, souvent dans une congruence complice avec des intérêts politiques non avoués et souvent d'ailleurs, même on peut aller plus loin, oligarchiques des médias. Donc, je ferme la parenthèse. Et ça, c'est très valable aux États-Unis, où une certaine vie intellectuelle est en fait totalement captée par les oligarchies politico-médiatiques. C'est ce qu'on appelle les think tanks, mais c'est un phénomène qui, effectivement, procède d'une vision radicale de l'engagement, avec évidemment la politisation qui l'accompagne. Donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas forcément contre tous les think tanks aux États-Unis, mais ce régime-là de la vie intellectuelle ne me paraît pas satisfaisant. Mais à l'inverse, je ne suis pas non plus totalement convaincu par le paradigme foucaldien. Pourquoi ? Car, tout simplement, il débouche sur, si vous voulez, cette espèce d'arrogance des intellectuels spécifiques d'aujourd'hui qui toisent les questions générales d'ordre civique en disant mais de toute façon c'est pas des questions intéressantes, on ne peut en parler qu'en étant spécialiste d'un domaine. Non, je ne pense à personne en particulier. Mais si, parce que c'est pas du tout ça que recommandait Foucault. Non, mais je ne vous ai pas dit ça. Je vous dis à quoi cela aboutit. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec Foucault. Foucault lui disait. Non, je ne suis pas d'accord avec Foucault sur ce plan-là, car je pense qu'il y a un espace partagé, il y a un monde commun qui échappe au regard de la spécialité. Et que donc, qu'est-ce qu'il faudrait inventer au fond ? C'est vrai, on n'a pas besoin des spécialistes de l'Afghanistan pour penser qu'est-ce qu'il faudrait inventer aujourd'hui ? Ce sont des régimes d'intervention intellectuelle qui échappent à la fois au tout médiatique des oligarchies, en réalité des intérêts financiers, soyons clairs, dans la plupart des grands médias mainstream, d'un côté, mais qui échappent aussi j'allais dire, au regard de spécialité qui, à mon avis, quand il est unique et quand il est le seul biais d'accès au réel, produit une sorte de d'émiettement de la vérité. Vous voyez ? Et donc, je n'ai pas de réponse à vous donner sur ce qu'il faudrait inventer. Mais en revanche, je crois que les deux modèles sont aujourd'hui largement épuisés. Mais permettez-moi de vous faire quand même une objection. Parce que, au fond, ce contre quoi s'élevait à sa manière Foucault, et même d'ailleurs d'une autre façon, on peut dire Sartre ou Merleau-Ponty, c'est la relégation, n'est-ce pas, de la réflexion ou des penseurs ou de gens plus spécialisés, plus compétents, plus érudits dans tel ou tel domaine, par rapport au fonctionnement du commun, justement, du régime collectif. Car ça, c'est une question auquel vous n'avez pas les uns les autres répondu, mais moi qui me frappe beaucoup, c'est une caractéristique propre à la France. À la France, la République des lettres, voilà, nommons-la comme ça, elle est totalement externalisée par rapport au pouvoir. Mais vous croyez que c'est sa faute ? Nous avons connu autrefois Vous croyez que c'est sa faute ? Moi, je crois pas. Ah si, non mais c'est pas... moi je crois pas. Moi je crois que c'est le contraire. Si je peux me permettre de revenir à la racine... Je vous réponds juste là-dessus. Non, vous me répondez pas parce que juste là-dessus. Je vais vous donner un exemple. Le modèle Dreyfusard de l'intellectuel, que je défends quand même, malgré tout. C'est-à-dire, je sors de mon domaine de spécialité pour prendre la parole, pas au nom de ma compétence, mais au nom de mon idée de l'homme et de l'universel. Mais c'est pas du tout le modèle Dreyfusard. Attendez, ce modèle-là dérange les pouvoirs. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, le pouvoir politique n'a pas besoin de ce modèle-là, il l'écarte effectivement volontairement. Alors, puisque vous prenez l'exemple du modèle Dreyfusard,
Eh bien, justement, les signataires du manifeste des intellectuels, et appuyés, n'est-ce pas, par des médecins, par des spécialistes, par des philologues, etc., ont utilisé leur savoir pour dire c'est un faux. Moi, je ne crois pas que ce soit essentiel. Mais si, c'est très important, c'est extrêmement important. Et par ailleurs, l'objection essentielle que je fais n'est pas celle-là. C'est qu'aujourd'hui, vous avez au fond une république des lettres qui fonctionne en vase clos et qui n'a pas, comme il y a dans des pays, dans d'autres démocraties, en Europe du Nord, ou aux États-Unis ou ailleurs, et même dans d'autres pays, n'est-ce pas, même en Espagne, un accès direct à la vie politique. C'est ça qui est le problème. Il y a le commun. Commun, c'est la cité. Mais je vous ai dit ce que je pensais du branchement de l'intellectuel sur le politique aux États-Unis. Il est en fait une sorte de soumission à des intérêts oligarchiques et politiques. Mais pas toujours. Écoutez, oui, ça peut Oui, mais exister. l'animal a sa chance, comme on dit dans la chasse. Pas toujours. Pas toujours de dire qu'il faut que finalement que les philosophes, les intellectuels redeviennent seulement des clercs. C'est une voie, c'est une voie parfaitement possible et qui est. Mais est-ce qu'elle tiendra vraiment devant les urgences auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, la mise en cause, n'est-ce pas, du modèle démocratique, le réchauffement de la planète, les problèmes les problèmes sanitaires extraordinaires. Est-ce que en fait il faut écarter, n'est-ce pas, au fond, toute la connaissance. Il faut élever la connaissance générale, mais est-ce qu'il faut écarter les compétences? C'est pas certain, n'est-ce pas? C'est pas certain, et même, personnellement, je pense qu'il ne faut pas l'écarter. Sinon, nous avons ce développement, n'est-ce pas, ce renouveau de la magie, ce renouveau de la folie, dont a parlé si bien Erasme. Oui. Voilà. Bon, mais alors, j'ai aussi ce problème étant un minoritaire, parce que en tant qu'intellectuel turc, je défends évidemment, mais c'est parfaitement. Je défends quand même ce peuple et ce pays. Et je peux vous dire que c'est très difficile parce que je n'ai finalement comme allié que les islamistes. Et ce n'est pas ce que je souhaite. Je souhaite au contraire montrer que la Turquie a été un pays laïque bien avant d'autres, qu'il a donné des femmes politiques exceptionnelles. Et que c'est un pays qui est méjugé dans ses aspirations, qui sont celles de nous rejoindre. Alors évidemment, je peux être traité aussi de suppôt d'Erdogan. L'arbre du cheveu sur la soupe, eh bien on va terminer avec ça, c'est-à-dire la Turquie dans le débat, pas sur le philosophe est-il un intellectuel. Nemutlu Turkum Diane. Bon, je suis fier de me dire turc. Bon, merci à vous tous, merci beaucoup.